on me dit que nos deux invités sont déjà équipés, mais avant de les faire monter, je vais demander à monsieur Théo Haberbusch de bien vouloir venir à mes côtés. Donc monsieur Haberbusch, vous êtes directeur général et directeur de la rédaction de Newstank. Oui, bonjour à tous. Ravi de vous rejoindre. Et donc vous avez quelques minutes pour faire une battle avec vos deux invités. Une battle. Donc arbitrage, ça va être votre charge. Oui. Et voilà, donc tout est permis sauf les coups sous la ceinture. Mais alors la battle va avoir un premier très gros obstacle. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de passer ces deux séquences consécutives avec vous. J'ai découvert en préparant avec mes deux invités que je vais vous présenter dans un instant qu'ils étaient alumni du même établissement, ce qui a annulé complètement l'effet battle. Ils ne sont plus du tout d'accord d'être en désaccord. Je vais les inviter à me rejoindre sur place, sur scène, et je vais évidemment vous en dire un petit peu plus sur eux. J'invite donc Marc Ventre, qui est actuellement président d'IESF, ingénieur et scientifique de France, dont il nous le dira un mot, et Frédérico Pazin, secrétaire général de HEC Montréal, en charge également des activités internationales, à me rejoindre. Et donc tous deux sont diplômés de l'école centrale Paris, qui est devenue Centrale Supélec. Ils sont d'ailleurs multidiplômés, l'un étant passé par le MIT, l'autre par une autre école polytechnique au Québec. Je vous laisserai deviner lequel. Et nous allons pouvoir faire connaissance avec eux maintenant. Piloter les relations alumni au service d'une stratégie globale, c'est l'enjeu désormais pour les établissements. Vous en avez entendu parler ce matin. Une des problématiques récurrentes est la relation entre l'établissement et ses alumni, ses associations d'alumni, les structures en charge des alumni. Faut-il qu'il s'agisse d'associations autonomes? Faut-il qu'il s'agisse de départements intégrés? Nous allons prendre leur perception et traverser l'Atlantique, si vous le voulez bien, pour parler un instant du cas d'HEC Montréal, qui a fait le choix il y a 10 ans d'intégrer les activités alumni. Frédérico Pazin, on vous laisse nous raconter, nous pitcher la façon dont vous avez procédé. Oui, donc il y a 10 ans, on a fait le choix de passer d'un système asso externe à un système internalisé, qui est en fait un système hybride, parce que l'école dorénavant paie tous les employés, donc ramasse la facture à la fin de l'année pour toutes ses activités. Mais elle a aussi conservé les assos, parce que les assos ont un rôle important, notamment pour conseiller l'école dans ses orientations, dans ses activités. On a aussi créé une fondation à qui on a donné beaucoup de pouvoir. L'école paie les employés qui collectent de l'argent, mais c'est le conseil d'administration de la fondation qui décide ce qu'on va faire avec cet argent. Et dans ce conseil, il y a plusieurs alumni. Donc, l'école doit présenter ses projets et c'est la fondation qui va décider d'investir cet argent. Je fais un lien avec la question tout à l'heure. Comment faire pour avoir plus d'adhérents? Bien, moi, je vous dirais que HEC a choisi de ne plus en avoir. C'est que... Ça crée moins de problèmes, hein? Il faut se poser la question, à quoi servent les adhérents? Et quels sont les objectifs de l'école? Avant, on avait une asso qui était au service de ses adhérents. L'école, en prenant la facture, maintenant se tourne vers toute sa communauté et demande à sa communauté, qu'allez-vous faire pour nous aider à exceller, devenir une meilleure école, à mieux servir notre communauté? Et dorénavant, nos activités, au lieu d'être des tournois de golf ou des bingos, j'exagère, ce sont des conférences sur l'intelligence artificielle parce que l'école a obtenu une chaire et veut se mettre en valeur auprès de certains donateurs ou auprès de la communauté. Ce sont des activités stratégiques, des retrouvailles, parce qu'on veut reconnecter avec des gens qui n'étaient pas adhérents et qui veulent redécouvrir leur école. Ce sont toutes sortes d'activités pour que l'école soit la plus accueillante possible et que les gens aient le goût de se connecter avec nous. Et ça change complètement la dynamique. Par ailleurs, il faut savoir si on est ambitieux du côté des collectes de fonds, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on n'allait pas chercher 1 million par année. Au cours des 5 dernières années, on a obtenu entre 10, 12 et 25 millions par année. Mais pour ce faire, il faut être informé. Il faut savoir
qui fait de grands revenus, quels sont leurs intérêts, leur donner des nouvelles de l'école. Donc, ça change aussi la dynamique. C'est au lieu d'être concentré sur l'adhérent, va-t-il nous quitter? Que faire pour être capable de payer nos employés à la fin de l'année? C'est l'école a investi et recherche ses intérêts et veut mieux servir sa communauté. Donc, moi, je vous dirais qu'on est très ravis du changement et que l'ASSO aussi. Parce que dorénavant, au lieu d'organiser des activités, c'est l'école qui le fait, il nous conseille. Quelles sont les activités avec le plus d'impact? Comment mieux investir? On fait aussi des activités de remise de bourse. Parce que celui qui donne, il faut se donner la peine de le renseigner. Et donc, ceux qui donnent, on les invite, et quand on remet des bourses, on présente l'étudiant méritant à celui qui a donné. Et ça fait un monde de différence, parce que quand on envoie un chèque, on ne sait pas tellement à quoi ça sert. Maintenant, pour les grands donateurs, on fait des rapports personnalisés. Merci, voici ce que nous avons fait. Et par ailleurs, l'étudiant que vous avez aidé il y a 3 ans est en maîtrise aujourd'hui au MIT et il est ravi. Et voici la lettre de remerciement. Donc, c'est certain que ça change complètement la dynamique. Et moi, je vous dirais qu'on est très ravis de l'avoir fait. Merci, on va voir. Marc Vente, votre camarade, prône donc l'intégration des associations d'alumni qui, ESF, fédère en France. Hein. Vous êtes une fédération d'associations d'alumni. Vous allez nous en dire un mot parce qu'on faisait le constat ensemble que ce n'était pas forcément une association extrêmement connue encore. Et évidemment, que vous inspire cette expérience d'intégration? Vous qui connaissez le système anglo-saxon, puisque vous êtes passé par le MIT, vous êtes aussi un alumni d'une association intégrée. Oui, écoutez, bonjour à tous. J'ai évidemment un gros désavantage par rapport à mon collègue, c'est que pour cette battle, je n'ai pas l'accent de Céline Dion, donc ça ne va pas m'aider. Bien, donc oui, effectivement, je suis président de l'IESF. L'IESF, c'est une association ancienne, puisque nous fêtons ses 170 ans cette année. C'est une association qui regroupe toutes les associations d'anciens élèves d'ingénieurs en France. Donc nous avons 175 adhérents et globalement ça représente une population de 1 million d'alumni, ce qui est quand même un chiffre considérable. Alors ce que nous faisons le plus dans nos activités, c'est que d'une part ce million d'ingénieurs, il est répertorié dans un répertoire qui est accessible à tout le monde. Hein, donc vous tapez juste le nom et le prénom sur le site USF et vous avez le diplôme et l'année de la personne correspondante. Donc, l'avantage, c'est que c'est ouvert à tout le monde. Ça ne fait pas double emploi par rapport à ce que font les associations, puisqu'elles vont plus loin, et les coordonnées, etc., et la carrière professionnelle. Donc, à côté de ça, nous faisons la promotion des métiers d'ingénieurs des métiers d'ingénieurs et scientifiques. Et pour ce faire, nous allons dans les collèges et dans les lycées. Nous rencontrons chaque année 30 000 jeunes dans ce cadre-là. Et nous insistons beaucoup, notamment pour que les jeunes filles embrassent cette carrière. Nous faisons également une enquête nationale sur la situation des ingénieurs en France, alors passant par tout leur salaire, leur évolution de carrière, etc. Et nous avons cette année, donc nous avons fait l'enquête comme d'habitude, nous avons plus de 50 000 réponses, ce qui est quand même étonnant parce que nous envoyons des mails comme ça, pas tout à fait dans la nature au hasard, mais presque, et nous recueillons 50 000 réponses. Cette enquête, ça fera déjà l'objet d'une présentation à la presse le 26 juin. Donc je vous y invite au passage. Alors est-ce que les associations que vous fédérez, on les intègre aux écoles? Vous voyez quel mouvement? Vous avez quelle tendance? Je voulais juste terminer, si vous permettez. Donc nous avons également des comités métiers, et j'aurai l'occasion d'y revenir dessus, justement sur le sujet des associations d'anciens. Bon, donc sur la question, une association doit-elle être intégrée, dépendante, ou garder son indépendance par rapport à l'école? Comme vous l'avez dit, moi, alors en tant qu'alumni d'une école française et alumni d'une université américaine, donc je cotise aux deux, je participe aux deux, je vais dire qu'il n'y a pas de grosse différence, sauf que du côté MIT, on n'arrête pas de me demander de l'argent. Et d'ailleurs, j'ai bien noté... Les Français n'en demandent pas assez. J'ai bien noté que, côté HEC Montréal, les chiffres, etc., d'ailleurs, en venant ici, j'ai reçu un mail me disant l'année fiscale américaine se termine le 30 juin, il est temps de penser à faire un don.
Je dirais que c'est pas là vraiment le sujet. À mon avis, les 2 systèmes fonctionnent bien quand tout va bien. Le problème, c'est quand il y a un problème. Et ce à quoi il faut s'attacher, et après on pourra envisager du comment, mais c'est que typiquement en France, on a le triptyque école, association, fondation. Et il faut que ce triptyque marche la main dans la main. Et pour qu'il marche la main dans la main, il faut que il y ait déjà une affinité entre les responsables de ces éléments, mais il faut aussi qu'il y ait une gouvernance, pour que ce soit plus structurel, il faut qu'il y ait une gouvernance qui soit partagée, croisée, président de l'association et membre du conseil d'administration de l'école et inversement, et il participe au conseil d'administration de la fondation. C'est exactement le cas, là. Il y a Hervé Biosser qui est dans la salle, donc il peut témoigner. C'est à mon avis un des moyens, et peut-être le moyen qui s'adapte le mieux au système français. Vous me racontiez aussi, en préparant, que vous pensez que, quand, par le passé, à la tête de l'école, aurait pu être nommé un directeur qui vous semblait dangereux, l'association avait peut-être plus de poids en étant... Dangereux, c'est peut-être beaucoup dire. C'était pas votre mot. Bon. Enfin, toujours est-il que donc, ça me paraît être le meilleur moyen que l'intégration pure et simple et totale de l'association. Ça vous donne plus de poids, de l'association et de l'école. Donc voilà, je peux vous citer un exemple qu'on a vécu dans le monde centralien. Il y a eu dans... Alors, je ne sais plus dans quelle année c'était, mais Hervé peut-être me dire. Les 80, voilà. À l'occasion du renouvellement du mandat d'un directeur d'école, qui était un excellent directeur d'école, qui avait engagé une transformation de l'école et pour lesquelles la communauté centralienne et l'école voulaient qu'il puisse continuer et achever son action, pardon. Il s'est trouvé que le ministre de l'époque, bien connu parce qu'il s'est beaucoup attaqué au mammouth, avait d'autres idées en tête et voulait imposer son propre candidat. Ce n'était pas un candidat dangereux, il était peut-être probablement, il avait ses qualités, etc. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était qu'il y ait une continuité dans l'action et que l'action soit menée jusqu'au bout. Et ben, il y a eu de nombreuses réunions avec le ministre qui tenait mordicus à ça. Et finalement, ça s'est résolu que d'une seule manière, c'est que l'association a pris les choses en main, a organisé une campagne, une vraie campagne, et tout ça s'est terminé par un rassemblement des anciens au CNIT, où il y a eu 1800 anciens de l'école centrale qui sont réunis, qui ont affirmé haut et fort ce qu'ils voulaient. Et finalement, ce ministre, on ne va pas le nommer, donc Claude Allègre, vous l'avez reconnu, à cause du mammouth, Claude Allègre a fini par céder en disant oh, écoutez, si toute la communauté des centraliens est contre, je ne peux pas aller au-delà. Et je pense que le fait que l'association ait été indépendante de l'école a crédibilisé cette action. Ça n'aurait pas eu du tout le même poids si l'association avait été dans l'école. Federico Pazin, revenons un peu sur ce qui s'est passé à HEC Montréal. Vous avez 10 ans de recul, vous nous l'avez dit. Comment avez-vous fait pour que les alumni acceptent et quelle gouvernance avez-vous mis en place pour que ça ne soit pas vu comme juste une reprise en main ou une prise en main? Oui, parce que je suis très sensible à ce qui vient d'être mentionné. C'est bien pratique à certains égards que l'ASSO soit indépendante. Nous, quand on a décidé de prendre certaines activités de l'ASSO, on a simplement décidé plus de cotisation, plus d'employés. Dorénavant, vous êtes des bénévoles qui conseillaient l'école, qui se prononçaient sur des éléments importants dans la vie de l'école. Ce sont des gens qui nomment des personnes dans le conseil d'administration. Donc, on conservait un pouvoir de conseil et de façon parallèle, on a créé une fondation qui a aussi un pouvoir de diriger l'argent. Et ça aussi, ça rassure les gens qui donnent de savoir que l'argent sera donné, ne servira pas à des primes pour des membres de la direction, c'est plutôt la fondation qui va être conseillée par des gens de l'ASSO. Et en général, je vous dirais, ils choisissent souvent des bourses pour les étudiants ou des projets majeurs, comme là, on a une bonne nouvelle qu'on aura un nouveau campus au centre-ville de Montréal. La Fondation va investir de façon importante dans ce projet porteur. Donc, d'un point de vue de la structure, il y a bien sûr eu une réflexion de ce côté-là, parce que vous avez tout à fait raison, on ne voulait pas perdre cette voix extrêmement importante qui vient quand on sait les convaincre.
nous aider grandement. Mais c'est certain que quand on a eu les discussions ont été assez longues parce que certains avaient l'impression de perdre quelque chose. Mais je vous dirais que si on parlait avec eux aujourd'hui, ils sont très satisfaits de la dynamique qui a été établie entre nos groupes. Maintenant, c'est certain qu'ils sont ambitieux, ils veulent encore plus, mais on est vraiment centré vers que faire pour aider l'école à croître, à être plus ambitieuse, à bien remplir son mandat. Bon, vous êtes vraiment un peu trop d'accord entre vous, hein, si vous pouvez faire un tout petit effort sur la suite de cette bataille. Une question peut-être à défaut de désaccord, une recette ou en tout cas une pratique. Tous vos élèves sont donc membres de droit, c'est ça la logique. Oui. Est-ce que ça vous a conduit à augmenter les frais d'inscription de manière à financer ces activités ou est-ce que vous l'avez fait à périmètre constant pour staffer les équipes en charge de vos alumni en interne? On l'a fait à périmètre constant parce que nous, au Québec, c'est quand même particulier. Hormis les étudiants internationaux, c'est l'État qui fixe les droits de scolarité. Donc, on n'a aucune marge de manœuvre là, pour monter les frais de scolarité. Mais le fait de réunir des employés de la Fondation et de l'ASSO et certains employés de l'école ensemble a amené des synergies, puis on est capable de faire beaucoup plus. Et de les mettre ensemble aussi a réglé beaucoup de confusion. Je donne l'exemple. Avant, nos diplômés recevaient des newsletters de l'ASSO qui demandaient les frais de cotisation. Ils voulaient financer certaines activités. La Fondation envoyait aussi des courriels. L'école envoyait des courriels. L'ASSO des diplômés avait créé son propre fonds, qu'on appelait le Fonds des diplômés. Les diplômés étaient un peu déroutés devant tant d'informations et souvent la Fondation se faisait dire « Ah, ben j'ai déjà donné, j'ai payé mes frais de cotisation. » Là, on a enlevé cette confusion, on ne parle que d'une voix et je vous dirais qu'on a eu ce message-là. Quand la Fondation nous parle, c'est seulement pour nous demander de l'argent. On a écouté. Et dorénavant, on donne beaucoup de nouvelles et rarement on demande de l'argent. Puis j'ai bien aimé la remarque de M. Todd tout à l'heure, c'est quand on demande des conseils qu'on reçoit de l'argent. Quand on reçoit de l'argent, on reçoit souvent des excuses, comme quoi on n'en aura pas. Et donc, on donne des nouvelles de l'école, on informe les gens, et là, les gens veulent nous aider, nous appuyer, en sachant qu'on a besoin de cette fondation pour exceller. Marc Ventre. Oui, bon, donc on revient à l'argent, et on n'a pas honte de parler d'argent en France aussi, hein, ça, faut pas. Et donc, ce qui a été souligné, là, c'est intéressant, c'est cette coordination dans l'appel de fonds. Et en France, où je reviens sur le triptyque, hein, donc école, fondation et association, qui ont chacun leur rôle. Il est important que leur rôle soit bien défini, hein, et que, même s'il y a une gouvernance croisée, chacun a son rôle. Eh bien, pour ce problème d'appel de fonds, je parle toujours de l'exemple de l'école centrale, nous, on l'a résolu en faisant des appels communs. Hein, communs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette succession d'appels, l'école qui demande de l'argent, la fondation qui demande de l'argent, et l'association qui appelle à une cotisation. Les appels se font de manière coordonnée, ce qui fait qu'on évite cette confusion dont vous parliez. Le seul truc qu'on n'a pas encore résolu, c'est on fait des appels coordonnés, mais on demande quand même un don qui va à la fondation et une cotisation qui va à l'association. On n'a pas encore trouvé la solution, pourtant ça ne paraît pas très compliqué, pour qu'il n'y ait qu'une seule somme et qu'après, il y en a une partie qui aille à la cotisation de l'association et une partie à la fondation. Que l'école concernée le prenne en charge, du coup. Oui, c'est l'option. Ça peut, enfin voilà, on n'a pas encore trouvé la solution. Il y a un côté juridique derrière. Alors je voudrais quand même, si je peux continuer. Donc. Bon, on parle beaucoup de ce système, association intégrée ou pas intégrée. Il me semble que pour les associations d'alumni, c'est pas le problème le plus important aujourd'hui. Les associations d'alumni en France, le problème, c'est de survivre. Hein. La plupart des associations font face à une diminution constante, lente mais constante, du nombre d'adhérents, une difficulté à faire rentrer les cotisations et, je veux dire, face aux nouveaux jeunes qui arrivent, hein, et qui en plus sont plus dans un esprit donnant, retour sur investissement, je paye une cotisation, mais qu'est-ce que j'ai en face, hein? Et puis il y a la compétition par rapport aux réseaux sociaux.
Et finalement, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et je reviens à l'IESF, les fameux comités métiers dont je parlais tout à l'heure. Un des comités a travaillé sur finalement quelle doit être l'association. Qu'est-ce qu'une l'association d'alumni du XXIe siècle? Alors ce comité, dont le pilote est dans la salle d'ailleurs, je ne sais pas où, mais quelque part dans la salle, va remettre ses conclusions incessamment sous peu, mais je peux peut-être vous dévoiler quelques-unes des recommandations en anticipation. Je pense que j'ai l'autorisation de l'auteur. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est en gros revenir aux fondamentaux. Voilà. Donc les associations, j'utilise mon papier parce que je ne connais pas encore par cœur. Les associations doivent remettre en avant l'esprit de corps et de fierté d'appartenance, la solidarité entre les membres et redéfinir les services rendus. Alors, les raisons d'être d'une association au XXIe siècle ont été listées. Et en numéro 1, ça fera plaisir aux écoles, c'est promouvoir la marque en France et à l'étranger. Ça, c'est vraiment le point numéro 1 à réaliser. Le deuxième, c'est témoigner des valeurs. C'est-à-dire échange entre pairs, convivialité, solidarité, entraide, reconnaissance, respect des différences. Troisième, créer du lien au sein de l'association. C'est le fameux réseau, et ce réseau qui est la base de l'existence des associations d'anciens, il doit être entretenu, tout ça, et il doit y avoir des traditions et des rites qui font que ce réseau se réunit et vit. Quatrième, développer et entretenir un esprit communautaire. Cinquième, développer les marques de reconnaissance envers l'école. Alors là, on revient un peu sur les dons. Et les dons, c'est des dons de temps et ou d'argent. Voilà. Et développer les services pour les étudiants, donc tout ce qui est prêt d'honneur, prêt pour stage à l'étranger, aide au logement, tutorat au mentoring individuel, aide à la création d'entreprises, ce qui est une forte demande des jeunes aujourd'hui. Donc voilà un peu, et c'est finalement, je pense que pour ce qui nous concerne, enfin au moins concerne l'IESF, c'est pas le sujet de fond, c'est pas est-ce que l'association doit être intégrée dans l'école ou pas intégrée, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse pour survivre au XXIe siècle. Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais moi, je vais revenir sur un sujet parce qu'on s'entend sur certaines choses, mais il y a un endroit où on s'accroche. C'est que pour moi, la notion d'adhérent limite. C'est qu'on décide qu'il y a deux groupes. Il y a les adhérents et les autres, alors qu'on doit être ouvert et traiter tous les alumni comme une grande famille. Et là, je fais le lien avec un élément tout à l'heure, quand on disait que dans les adhérents, il y a des gens qui sont plus âgés, qui ont le temps, et il y a moins de jeunes. Mais justement, quand vous créez des adhérents, celui qui a des dettes parce qu'il a dû étudier, qui a fait un stage à l'étranger, qui a une jeune famille, il n'a peut-être pas l'argent d'être adhérent. Et quand vous l'excluez pendant 15-20 ans, comment va-t-il revenir dans cette famille? Alors que dès le départ, on peut dire, et on le dit souvent, aujourd'hui, vous avez goûté au plaisir de recevoir quand on parle à nos boursiers. Un jour, on l'espère, vous connaîtrez le plaisir de redonner, mais au moment qui vous conviendra. D'accord? Donc, nous, tous, font partie de la famille. Quand on n'a pas l'argent, on en a peu, on a moins de temps. Vous faites partie de la famille, puis quand vous venez 1 fois ou 2 ans, ça nous fait plaisir de vous retrouver. Puis un jour, quand vous aurez plus de temps, quand vous aurez les moyens ou quand vous voudrez goûter au plaisir de redonner au suivant, bien, on sera là pour vous aider. Merci, ça va être le mot de la fin puisque c'est une séquence volontairement courte. Merci à tous les deux, on peut les applaudir. Merci. Je vous laisse